Donc, les selles. Quoi, toi, tu vas 3 fois par jour? Mais moi, j'y vais 3 fois par semaine et je leur dis, OK, il n'y a pas de problème. L'alimentation, elle influe beaucoup le transit. Quand je vais en vacances, je ne vais pas à la selle. C'est fou. Du tout. Et on peut appeler ça le poop shaming. Si on reste assis sur la toilette avec son téléphone pendant des heures, est-ce que c'est vrai que ça donne des hémorroïdes? C'est pas bon pour le périnée, ouais. C'est normal d'avoir des gaz? C'est normal de péter. C'est au moins 15 pets par jour. Ah, c'est beaucoup quand même. Tu vois, on n'a pas besoin d'avoir un ventre de femme enceinte pour se sentir ballonné. Le foie, c'est un organe vital. C'est 20% des Français qui ont un foie gras. C'est énorme. Énorme. Est-ce qu'on peut détoxer le foie? Ce qui n'est pas pareil, hein. Activité physique, sport. Moi, j'ai des patients qui sont jeunes. Je leur dis, là, il faut faire plus que du jardinage, quoi. Est-ce que les médicaments peuvent aussi être nocifs pour le foie? Et on a des hépatites toxiques sur des compléments alimentaires, sur des plantes. Si vous avez un doute, passez votre chemin. Et en fait, je perds mon père et 15 jours après, j'ai des grosses douleurs. Se faire une échographie à soi-même, c'est vraiment pas facile. Je vous le recommande pas. Waouh, je vais mourir. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai une maladie rare du foie? Et comment t'as fait pour l'accepter? Cette année-là, moi, on m'a diagnostiqué la même chose que vous, en fait. Tu enlèves ta blouse de médecin finalement, que t'es illégitime, enfin t'as pas assez mal pour aller consulter. De pas déranger, de souffrir un peu en silence. Il faut lutter contre ça. Donc, consultez. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Différemment, donc avec moi Zoé No Gluten. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à côté de moi Pauline, docteur Pauline Guilouche. Oui. Voilà. Moi, je t'appelais directement Pauline, je sais pas s'il fallait. Oui, c'est très bien, Pauline. Docteur. Non, Pauline. Donc Pauline est gastro-entérologue et elle est spécialisée dans tout ce qui a un rapport avec le foie. Donc déjà, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer quel est le rapport entre le foie et la digestion, parce que c'est peut-être pas toujours clair. Mais ce dont j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui, c'est plus de toutes les questions tabous qu'on n'ose pas poser, qu'on garde pour nous et qui font parfois très peur, parce qu'on a l'impression qu'on a un truc qui cloche, qui va pas très bien du tout et on sait pas à qui le dire et on a honte de le dire. Donc voilà, donc j'avais envie de parler de tout ça avec toi pour dédramatiser plein de choses. Je sais pas si ça te va. Ça me va. Si t'es prête. Briser les tabous, c'est mon credo, donc il n'y a aucun problème. On va y aller direct. À fond les ballons. Super. Alors pour commencer, j'avais envie de parler de tout ce qui est les selles. Le caca dans le langage. Je sais que t'en parles sur les réseaux. Ah oui, parce que Pauline a aussi un compte Instagram où elle fait ça sur les réseaux. Donc, c'est pas de nulle part que je te contacte. Je sais que t'es plus ou moins à l'aise avec le fait de vulgariser plein de sujets. Donc, les selles. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de... on va tous normalement à la toilette tous les jours, mais il y a quand même plein d'indications qu'on peut avoir grâce à nos selles sur notre état de santé, notamment je sais pas, leur couleur, leur odeur, à quoi elles ressemblent. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un petit panel des selles? Voilà. Déjà, ce qu'on peut moi j'aime bien rassurer les gens, tu vois, qui se posent beaucoup de questions sur la fréquence. Ouais. Est-ce que c'est normal si je vais à la selle que 4 fois par semaine, ou est-ce que c'est normal si j'y vais quand même 2 fois par jour? Tu vois, il y a plein de gens qui ont un transit complètement différent. Et en fait, oui, c'est normal. On dit que la normalité en termes de fréquence de selles, c'est entre 3 fois par semaine et 3 fois par jour. Donc déjà, tu vois que... Le panel est énorme. Exactement. Donc en consultation, je reçois des gens qui, effectivement, vont à la selle 1 jour sur 2. Et c'est OK. Et des gens qui vont à la selle 3 fois par jour. Et c'est OK. Et ce qui est assez drôle, c'est que parfois, je reçois des couples en consultation. Tu vois, ils viennent à 2. Alors, c'est souvent les hommes qui consultent avec leur épouse. Il faut être très, très clair. Et souvent, ils n'ont pas du tout le même transit. Et généralement, pendant la consultation, ils peuvent découvrir le transit de l'autre. Tu vois, en disant quoi, toi tu vas 3 fois par jour, mais moi j'y vais 3 fois par semaine, et je leur dis ok, il n'y a pas de problème. C'est source de conflit ça. Ouais, alors, non ça. Mais toi tu restes tout le temps aux toilettes. Exactement. Généralement il y en a un qui est un peu jaloux du transit de l'autre, mais non, en fait c'est normal à partir du moment où ça pose pas de problème. Par exemple, si tu as 3 selles par semaine, mais que tu n'as pas de douleur, que tu n'as pas, je sais pas, de gêne dans ta vie de tous les jours, on va respecter ça. Tu vois, on ne va pas médicamenter, on ne va pas accélérer un transit un petit peu lent juste pour le fun. Donc, il faut respecter son transit. Si ça ne vous pose pas de problème, on reste comme ça. Okay, donc ça, c'est vraiment sur la normalité de la fréquence. Après, encore une fois, il y a des gens qui vont te dire « Bah ouais, mais du coup, moi, j'ai 4 selles par jour. C'est anormal. »
Alors oui et non, parce que finalement, si tu as 4 selles par jour depuis 10 ans, que tu as bien grandi, que tu as bien évolué, que tu as un poids normal, que tu n'as pas de maladie associée, en fait, on ne va pas chercher non plus la petite bête et on va se dire, bon ok, 4 selles par jour, selon ce que tu manges, c'est normal. Ouais. L'alimentation, elle influe beaucoup le transit. Par exemple, si tu te fais une journée, moi j'aime bien prendre l'exemple de, tu sais, quand le melon arrive, tu vois, en début d'été, ou les cerises au mois de juin, et c'est vrai que les gens là vont se lâcher un peu sur les cerises, sur le melon, ça accélère le transit. En fait, tu manges plein de fibres, et donc évidemment, ça va accélérer ton transit, mais là encore, c'est pas un problème. Ouais, c'est des variations chez les personnes en fonction de où elles sont. Moi, je sais que quand je suis en vacances, par exemple, j'ai un transit qui est totalement différent que quand je suis à la maison, mais parce que je pense que je mange différemment. Exactement. Voilà, c'est à des horaires différents. Je suis pas chez moi, c'est des habitudes différentes, et donc. Il y a un gros sujet sur les vacances, hein. Ouais. Il y a un gros sujet sur les vacances. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. C'est beaucoup plus féminin. Hein, beaucoup plus féminin. Les femmes te disent, moi, tu vois, il y a encore, je sais pas, hier en consultation, une femme m'a dit, moi, quand je vais en vacances, je ne vais pas à la selle. C'est fou. Du tout. Alors, elle avait un transit lent, voilà, on en discutait, c'était l'objet de la consultation d'ailleurs, mais elle est capable de partir 10 jours et de ne pas aller à la selle pendant 10 jours. Mais elle a pas mal au ventre ? Si, là, elle a mal au ventre, elle est pas bien du tout. Donc, on va anticiper, on va essayer de prendre en charge. Pour le coup, on va essayer de manger plus de fibres, de bien s'hydrater, tu vois, de penser à ces choses que tu fais dans la vie de tous les jours et que quand tu es en vacances, tu vois, il suffit que tu sois dans un pays un peu plus chaud. Tu es un peu déshydraté, donc tu bois moins. Ton transit, forcément, il est un peu plus ralenti. Tu manges moins de fibres parce que, je sais pas, tu as moins de crudité sous la main, tu n'es pas chez toi. Et ça joue sur ton transit. Et puis, il y a quand même le facteur psychologique, probablement, de ne pas être chez soi, de ne pas être dans ses toilettes à soi, ce qui crée un espèce de blocage. Et on peut appeler ça le poop shaming. Il y a même un nom. Ouais, il y a un nom pour ça. C'est le fait de se bloquer complètement et de ne pas réussir à aller à la selle quand on n'est pas dans ses propres toilettes. Ok, donc c'est un phénomène qui est courant. Ouais, hyper fréquent. Et donc toi, tu conseilles de prendre des fibres. C'est quoi les petites astuces que tu as données à cette dame C'est par exemple donc, l'hydratation, numéro 1, tu vois, c'est au minimum 1,5 litre. Et si en plus tu voyages dans un pays chaud, que tu fais de la marche parce que tu visites, c'est d'augmenter au moins à 2 litres, voire un peu plus. Alors ça compte les cafés, les thés, etc. Et c'est de manger par exemple des fruits, tu vois, d'emporter, de prendre une orange le matin, de manger une pomme, enfin tu vois, d'augmenter les fruits. C'est plus facile souvent que les légumes parce que si on mange au restaurant, on est un peu moins, on est tributaire de ce qu'il y a évidemment au menu. Ouais. Mais si on trouve un menu avec des légumes, évidemment privilégier ça par rapport à par exemple du riz ou tu vois. Alors il faut toujours avoir des féculents bien sûr, mais bien manger des fruits et des légumes et puis pourquoi pas rajouter des céréales ou des oléagineux, tu vois. On peut prendre des amandes dans sa poche et en manger un peu. Et les fruits secs aussi, il n'y a pas les pruneaux. Moi, c'est les pruneaux. Carrément, les pruneaux, ça marche bien. Ouais. Les dattes, tu vois, toutes ces choses comme ça. Les fruits secs, c'est bien, c'est une bonne idée. Carrément. Okay. Bon, super. Déjà, on se note ça. Et alors, donc, on va à la selle, la fréquence, on a compris. Qu'en est-il de la couleur, de la texture Ouais. Alors finalement, la couleur, ça inquiète aussi beaucoup les gens, tu vois. Mais il y a un panel de couleurs qui sont normales. J'ai envie de dire du marron clair, du marron foncé, du vert, c'est OK. En fait, c'est OK. Donc là, je parle pour les adultes. Attention, je parle pas pour les bébés, où il y a vraiment des choses chez les bébés à checker de façon particulière. Là, je m'occupe des adultes. Donc pour les adultes, il n'y a pas trop de soucis sur la couleur, même si ça interroge beaucoup. Les couleurs qui doivent vraiment retenir l'attention, c'est rouge. Donc ça veut dire que tu as du sang, tu vois, dans tes matières. Et ça, c'est un signe d'alerte. Il faut en parler au minimum à son médecin généraliste. Je suis vraiment très claire et intransigeante là-dessus. Même si vous avez l'impression que ça vient que de l'anus, et comme on dit souvent, c'est mes hémorroïdes, je ne veux pas le savoir, il faut que vous en parliez à un médecin parce que parfois on pense avoir des hémorroïdes et en fait il y a quelque chose de plus grave derrière. Donc vraiment, ça c'est important. Rouge, c'est un signe d'alerte.
noir charbon, noir goudron, noir collant. Attention, ça peut être du sang digéré. Évidemment, si vous prenez un traitement par fer par la bouche, tu vois, une supplémentation des vitamines, parfois ça colore en noir et c'est simplement le fer. Donc attention, il n'y a pas non plus forcément d'inquiétude à avoir. Et puis l'autre couleur, qui n'est pas une couleur, mais le blanc en tout cas, mais blanc complètement décoloré, ça c'est un signe éventuellement de blocage de la bile et donc peut-être de maladie du foie ou de maladie des voies biliaires. Okay. Donc tu vois, c'est un peu ça que je retiens en termes de couleur. Le reste, jaune clair et tout ça, c'est pas forcément un souci. Quand il y a des glaires, je sais que parfois il y a des gens qui me demandent sur Instagram, ça c'est un souci. Ouais, alors ça peut l'être, ça ne signe pas forcément une maladie. Les glaires, je vais juste dire aux auditeurs que c'est un petit peu comme du blanc d'œuf. C'est vraiment la meilleure comparaison qu'on puisse faire. C'est pas forcément un signe de maladie, mais effectivement, j'encourage aussi à consulter, à en parler à son médecin généraliste. Ouais. Ok, et si elle flotte, est-ce que ça veut dire qu'on a mangé quelque chose qui fait flotter Oui, c'est probablement en fonction de ce qu'on mange. Et là encore, la flottaison est un truc qui revient souvent, mais qui n'est pas pour nous un signe d'alerte. Voilà. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour déjà des sels. Qu'on parle des gaz. Des gaz, tout à fait. Oui. Non, mais attends, avant de parler des gaz, moi, je vais quand même parler des fameuses hémorroïdes. Est-ce que c'est vrai que si on reste assis sur la toilette avec son téléphone pendant des heures, est-ce que c'est vrai que ça donne des hémorroïdes ? C'est pas bon pour le périnée, ouais. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu es sur la lunette des toilettes et que tu t'assois, surtout les femmes, mais pas que, il y a les hommes aussi, mais en fait, notre périnée, c'est cette sangle musculaire sur laquelle reposent quand même tous nos organes, tu vois, à l'intérieur du ventre. Et donc, en fait, quand tu es sur les toilettes, tout repose sur ton périnée. Donc, il y a une pesanteur hyper importante. Donc, c'est valable aussi chez l'homme. Et effectivement, il faut pas rester sur les toilettes. Il faut aller aux toilettes quand on a envie. Et puis, on fait son petit caca et on ressort. Voilà, on ne passe pas 20-30 minutes, voire plus, parce que ça arrive sur les toilettes, franchement. Et donc, évitez d'aller aux toilettes avec votre téléphone. En plus, c'est pas ultra hygiénique quand même quand on y pense. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok. Donc, les gaz. Les gaz. Ouais. Les gaz. C'est normal d'avoir des gaz ? C'est normal de péter. Disons les choses. C'est normal de péter. En fait, tout le monde pète. Moi, quand j'étais petite, on m'avait dit, je sais plus pour rigoler, que ma cousine, elle pétait pas. Mais moi, je l'avais cru, si tu veux. Et donc, moi, je me disais, mais attends, mais en fait, c'est pas normal de péter. Et en plus, tu vois, t'as ce côté un peu girly, un peu fille papillon, tu vois. Des filles pètent des paillettes. Exactement, tu vois, des paillettes. Donc, tu te dis, ah ouais, non. Mais en fait, c'est normal de péter. C'est très variable selon les personnes. En moyenne, c'est au moins 15 pets par jour. Ah, c'est beaucoup quand même. Tu vois ? Ouais. Il y a des pets, évidemment, qu'on lâche sans le savoir la nuit. Hein. Oui, dans les 15, tu comptes les 24 heures, quoi. Tu comptes la nuit aussi. Ouais, exactement. Donc, en fait, c'est très variable. Il y a des gens, encore une fois, tu vois, comme le transit, qui vont péter 20 fois par jour, 25 fois. Est-ce que c'est un problème tant que ça ne fait pas mal, qu'il n'y a pas d'autres anomalies? Non, il faut respecter. Et puis par contre, là où ça pose problème, c'est quand les gens sont, tu vois, ballonnés. En gros, moi, ce que je fais comme différence, c'est que tu as les pelles et flatulences, c'est l'air qui sort, ok. Et puis tu as les ballonnements, c'est cette sensation d'être un peu gonflé au niveau de ton ventre, finalement qu'il y a des gaz, mais qui ne sortent pas. Et ça, pour le coup, ça peut être douloureux, gênant, et ça n'est pas forcément visible. Ça, c'est vraiment important de le dire, parce que je vois bien que sur les réseaux sociaux, par exemple, tu as des petites vidéos de personnes qui disent « Ouais, je suis hyper ballonnée », et dans les commentaires, tu as des gens qui disent « Ouais, tu fais une taille 36, pas du tout, n'importe quoi ». Mais en fait, ça n'a rien à voir. On n'a pas besoin d'avoir un ventre de femme enceinte pour se sentir ballonnée. Et ça, c'est important. Ça. Ouais. Tu vois, c'est hyper important. Moi, j'ai des jeunes femmes qui, effectivement, font une taille 34 ou une taille 36. Ça ne se voit pas, mais elles se sentent ballonnées. Ça, c'est une sensation qui est propre à chacun et à chacune. Voilà, donc ça c'est important. Et là pour le coup on va peut-être explorer ce qu'il y a encore une fois dans l'alimentation et puis bon c'est propre à chacun aussi d'avoir par exemple l'influence de son propre microbiote. Ouais. Le microbiote, c'est toutes ces petites bactéries, ces petits virus, ces petits champignons qui sont dans nos intestins. Et on a tous des microbiotes différents. Et donc, effectivement, ça agit sur notre santé digestive et notre santé générale. Voilà. Et donc, on a tous un microbiote différent.
Et donc, c'est le microbiote qui détermine plein de choses sur la digestion, sur ce qu'on va bien digérer, moins bien digérer, si on va péter, pas péter. Ouais, en fait, ce que j'explique, c'est que alors, c'est très bon de manger des fibres pour la santé. Ça, c'est vraiment... On sait que c'est un facteur protecteur du cancer colorectal. Donc, des fruits, des légumes, on l'a dit, plein de fibres, des fruits secs, des oléagineux, des céréales, des légumineuses. C'est très bon pour la santé. Néanmoins, le souci, c'est que quand tu es un peu sensible sur le plan digestif, avec une tendance à ballonner, plus tu vas manger des fibres, et bien plus tu vas nourrir tes petites bactéries intestinales qui vont finalement digérer, entre guillemets, ces sucres. Et du coup, ça va fermenter. Et en fermentant, c'est là où tu as une sensation d'augmentation du ballonnement et éventuellement des gaz, des flatulences, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger, se dire, vas-y, aujourd'hui je mange des fibres et manger en un coup beaucoup de fibres si on n'est pas habitué. Non. Parce que ça va faire très mal au ventre. Ça va faire très mal au ventre. Ouais. Il faut augmenter petit à petit si on n'est pas du tout habitué, passer, voilà. Exactement. Ça, on insiste vraiment beaucoup en consultation là-dessus. Les fibres, très bien, si vous n'avez pas l'habitude, effectivement, on y va mollo progressivement pour habituer son ventre à cette digestion de fibres. Ouais, comme quand on fait du sport, par exemple, d'un coup, on ne va pas aller courir un marathon, il faut s'entraîner, il faut courir petit à petit pour peut-être un jour réussir à, si c'est le but, courir des plus longues distances. Pour les fibres, c'est pareil, en fait. C'est exactement pareil. Ouais, tout à fait. Ok, trop bien. Déjà, ça rassure, je trouve. Ouais, j'espère. Ouais, les odeurs des gaz. Il y a des odeurs qui sont aussi catastrophiques ou ça, pareil, ça dépend de chacun. Et c'est pas... Ouais, ça aussi, tu as raison. Hein, c'est vraiment un truc qui revient en consultation. Aujourd'hui, d'un point de vue médical, on n'en tient pas trop compte. Ça déçoit quand même beaucoup les patients. C'est vrai qu'on a certains qui disent ça sent très mauvais, c'est invivable. Et j'entends derrière le côté... vraiment difficultés presque sociales dans leur maison, etc. Mais on n'a pas de corrélation très claire aujourd'hui entre l'odeur d'un gaz. On sait quand même globalement que ça passe quand même beaucoup par ce que l'on mange. Et puis, on a aussi peut-être le SIBO. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est cette de l'intestin. Ouais, en fait, c'est une pullulation microbienne, en fait bactérienne, au niveau de ton intestin. Et ça, très souvent, les symptômes sont plus souvent la diarrhée que la constipation, mais on n'a pas que le SIBO, on a aussi l'IMO, qui est l'autre version, et cette fois-ci avec plutôt de la constipation et surtout beaucoup de ballonnement. Et effectivement, peut-être que là, il y a des gaz qui sont un peu différents du fait de cette augmentation bactérienne. Voilà. Mais on ne peut pas faire le diagnostic d'un SIBO ou d'un IMO simplement sur l'odeur rapportée des gaz. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des tests, etc. Toujours est-il que ça passe quand même par ce que l'on mange. Et rassurons quand même les auditeurs, globalement, les paix, ça sent pas bon. Voilà. Ouais. C'est l'idée. C'est l'idée. Voilà. Ok. Utiliser le papier toilette, c'était suffisant ou bien s'il fallait utiliser un bidet comme à l'époque ou dans certains pays? Ouais, mais c'est beaucoup mieux en fait de se laver à l'eau. Mais c'est beaucoup mieux. Ouais. En fait, si tu veux d'utiliser le papier toilette, on vient étaler les matières. Tu vois, si tu prends un peu de recul, tu te dis waouh, c'est quand même pas terrible. Et donc l'idéal, c'est de passer à l'eau. Et en plus, pour les patients qui ont ou les personnes, je dis les patients, hein, c'est vraiment une déformation professionnelle. J'appelle tout le monde les patients. Les personnes qui ont un anus, tu sais, un peu irrité, un peu sensible, ou par exemple qui vont typiquement à la selle 3 fois par jour. C'est difficile, quoi. Tu finis quand même par t'irriter l'anus à force de t'essuyer. Donc, il n'y a rien de mieux que, effectivement, passer la petite douchette, si vous avez une douchette d'eau accrochée à vos toilettes. Maintenant, il y a quand même pas mal de systèmes de toilettes japonais qui se rajoutent sur les toilettes, c'est top. Ou sinon, de prendre une petite bouteille d'eau pour se laver l'anus, en fait, et puis d'éponger avec une petite toilette, une petite serviette éponge. Mais c'est vrai que c'est pas du tout l'idéal, quoi. Ouais. C'est marrant parce que c'est vraiment dans la culture, donc c'est pas des choses qu'on remet en question, mais quand on y réfléchit, c'est pas hyper propre, quoi. Non. Et attends, il y a une certaine époque, il n'y avait pas du tout dans les toilettes de lave-mains. Ouais. C'est vrai, il n'y a pas toujours des lave-mains dans les toilettes. Et nous, les Français, on a beaucoup les toilettes qui ne sont pas dans les salles de bain. Ouais. Et tu vois, je discutais avec une amie qui habite, elle, au Mexique. Et
En fait, elle m'a dit, mais je comprends pas pourquoi vos toilettes, vos WC en France sont séparés de la salle de bain. Parce que quand on a les toilettes dans la salle de bain, bah forcément, on va se laver plus facilement. Et vraiment, elle trouvait ça dégueulasse, quoi. Tu vois ? Oui, parce que c'est vrai que quand on est chez des amis, par exemple, si la toilette est en dehors de la salle de bain, il faut aller après dans la salle de bain. Si tu veux, si tu veux te laver les mains, tu vois ? Ouais, c'est vrai. Voilà, petite réflexion. Voilà, magnifique, on adore les Français. Voilà, toujours la propreté, c'est vraiment le point fort des Français. J'avais envie de te demander maintenant quel était le lien entre ta spécialité, donc le foie, et pourquoi est-ce que ça fait partie de la gastro de manière générale. Et Parce que pour moi, le foie, oui, on sait que c'est lié plus ou moins, mais c'est pas toujours très clair quand même. Ouais. Le foie, c'est un organe vital. Ça, c'est la première chose à dire, c'est qu'on ne peut pas vivre sans foie. Et si tu as un foie qui dysfonctionne, malheureusement, ça met en jeu ta vie. Le foie, il a plein de rôles différents. Moi, je le trouve extraordinaire. C'est normal, je suis hépatologue. Il est incroyable parce que c'est à la fois un organe qui va te fabriquer des protéines pour le bon fonctionnement de ton corps. Il va à la fois synthétiser de la bile. Et la bile, elle a une action directe pour digérer les graisses, notamment. Donc, tu vois, là, il y a un gros lien avec la digestion. Le foie est un organe qui détoxifie. Ça, on va en reparler de ce mot, de ce fameux mot détox. Voilà, il détoxifie comme un grand tout seul, notamment par exemple l'alcool. Si tu bois de l'alcool, c'est ton foie qui va détoxifier l'alcool, et puis il détoxifie aussi beaucoup de médicaments. Et puis, il a un grand rôle dans le métabolisme énergétique qui va permettre de mettre à disposition quand on a besoin, par exemple, du sucre. Il va stocker aussi, par exemple, il va stocker du sucre sous forme de graisse. Et ça, quand il y a un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques, eh bien, on a l'apparition de ce foie gras. Donc, il a vraiment un rôle hyper complet et effectivement, il est même anatomiquement branché à notre intestin via le canal de la bile. Donc, tu vois, il fait partie de notre système digestif à part entière. Et est-ce que c'est vrai que le foie se régénère ? Parce que c'est une phrase qu'on entend souvent. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, le foie se régénère. Il a cette capacité à guérir de certaines agressions. C'est ça qu'on entend par là. Et c'est-à-dire qu'avec le temps, par exemple, on prend l'exemple d'une hépatite virale, mais une hépatite, tu sais, qu'on va attraper en voyage, par exemple. Donc, la plus connue, c'est l'hépatite A, par exemple. C'est une hépatite aiguë qui devient jamais chronique. Et en fait, vous allez pouvoir faire une grosse hépatite avec de la jaunisse et tout. Et en fait, votre foie, il va récupérer de ses blessures, de cette grosse inflammation, et il va refonctionner comme si de rien n'était quelques semaines ou quelques mois plus tard. Okay. Donc ça, c'est vraiment sa capacité à guérir. Et ce qui est assez formidable, c'est que pour suivre des patients sur du long terme, ça fait des années et des années que je suis certain, eh bien, je vois avec les traitements, par exemple, selon les maladies, ou leur propre prise en charge, notamment pour la maladie du foie gras, eh bien, je vois les foies s'améliorer au fur et à mesure du temps jusqu'à retrouver un foie normal. Donc ça, c'est vraiment incroyable, extraordinaire, c'est génial. Ce que les gens pensent, c'est que le foie regrossit. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Est-ce que physiquement, le foie reprend une autre... Pas tout à fait, en fait. Okay. C'est-à-dire que si tu es opéré et on t'enlève une grosse partie du foie, celle-ci ne va pas repousser, en fait. Le foie restant va grossir, il va compenser, mais il ne va pas repousser comme un foie qui n'aurait pas été opéré. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette maladie du foie gras ? Parce que le foie gras, on l'entend souvent à Noël, mais pas pour les humains. Ouais, c'est une maladie qui explose dans les pays industrialisés et en France particulièrement. Évidemment, aux États-Unis aussi. Les États-Unis, ils ont une avance sur nous. Pourquoi ? Parce que en fait, la maladie du foie gras, elle augmente en fonction de l'épidémie d'obésité et également de diabète. Donc, les facteurs de risque de cette maladie du foie gras, ils sont bien connus. C'est la situation de surpoids, les situations d'obésité, tous les facteurs de risque cardiovasculaires, l'hypertension, le cholestérol et le diabète, bien évidemment, surtout le diabète. Et donc, on voit apparaître des foies qui, en échographie, on dit qu'ils brillent. Ils sont beaucoup plus blancs qu'un foie normal et en fait, ils sont gorgés de graisse. Donc ça, c'est la description, on va dire, échographique du foie gras. Ça ne veut pas dire que quand on a une découverte de foie gras en échographie,
échographie, on a une maladie du foie gras. Et vraiment, je voudrais insister quand même là-dessus, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que... alors c'est bien, il y a une prise de conscience des gens, tu vois, mais il ne faut pas non plus se paniquer, parce que c'est 20% des Français qui ont un foie gras. C'est énorme. Énorme. C'est énorme. Mais c'est pas pour ça que 20% ont la maladie du foie gras. Exactement. C'est pas pour ça que 20... Voilà. En fait, on considère que parmi ces 20% de personnes qui ont un foie gras, 10 à 20% d'entre eux, seulement, c'est déjà pas mal, vont développer la maladie du foie gras. Et en fait, la maladie du foie gras, c'est quand le foie, eh bien là, il ne tolère plus cette surcharge en graisse et il va s'enflammer. Et le risque de cette inflammation chronique, eh bien, c'est le développement petit à petit d'un processus fibreux du foie, la fibrose, c'est-à-dire, on va dire comme il est agressé, il développe des cicatrices, tu vois, et plus il y a de tissu cicatriciel, de tissu fibreux, de tissu qui devient de plus en plus dur, eh bien, à l'extrême, on connaît le mot de la cirrhose. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la maladie du foie gras. Mais encore une fois, voilà, c'est pas parce qu'on a un foie gras qu'on a systématiquement une maladie du foie gras. Si on a une découverte de maladie du foie gras, sur une échographie, par exemple, pour toute autre chose, je vous invite vraiment à en parler avec votre médecin généraliste. C'est peut-être le moment d'avoir une prise de sang avec un bilan hépatique et voir ce qu'il en est là-dessus. Voilà. Pour prendre en charge au plus vite et de la meilleure manière, quoi. Et alors, s'occuper de son foie. Et s'occuper de son foie. Alors évidemment, pourquoi est-ce qu'on a une maladie du foie gras ? Eh bien, j'ai parlé tout à l'heure de ce déséquilibre entre les apports et les dépenses. En fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des modes de vie où on mange probablement trop riche, de façon trop déséquilibrée, et surtout, on ne se dépense pas assez. On ne fait pas assez d'activité physique ni de sport. Et quand il y a un déséquilibre de cette balance, avec trop d'apports et pas assez de dépenses, eh bien, le foie, il stocke, et il stocke sous forme de graisse. Voilà. C'est ça le foie gras. Est-ce qu'on peut revenir à la détox alors ? Oui, la détox. La fameuse. La fameuse. Alors, est-ce qu'on peut détoxer le foie ? Est-ce que le foie détox ça peut aller dans tous les sens. Ouais. En fait, le foie, il fait le job tout seul. Ok. Tu vois, il y a rien de mieux pour un foie que de manger sainement, c'est l'alimentation méditerranéenne. Peut-être que les gens voient cette pyramide avec, en gros, beaucoup de fruits et de légumes, beaucoup de légumineuses, tu vois, on revient sur les fibres, plutôt de la viande blanche, très peu de viande rouge, des poissons gras, des oléagineux, et puis très peu de sucreries, peu ou pas d'alcool, pas de soda, bien sûr, tu vois. Et donc ça, c'est l'alimentation méditerranéenne, privilégie aussi les huiles végétales, comme l'huile d'olive, par exemple. Et puis, c'est l'activité physique, se dépenser, et dans l'idéal, faire du sport. Ce qui n'est pas pareil, hein, activité physique, sport. L'activité physique, si tu veux, c'est quand tu vas plus dépenser d'énergie que d'être assis sur ton canapé, que maintenant, là, par exemple. En marchant, par exemple. Oui, bien sûr, ça peut être de la marche, ça peut être passer l'aspirateur, ça peut être jardiner. Ça, c'est, tu vois, c'est de l'activité physique. Et le sport, c'est souvent quand on a une pratique avec des objectifs sportifs, des compétitions, du sport en club. Tu vois, ça, c'est encore autre chose. Moi, j'ai des patients qui sont jeunes, qui parfois ont 30 ans, 40 ans. Je leur dis, là, il faut faire plus que du jardinage, quoi. Ouais. Faut quand même peut-être avoir un objectif de sport, quand même. Ouais. C'est très bien de marcher tous les jours, mais voilà, quand on est jeune, on peut peut-être viser plus que simplement aller chercher son métro à pied. Ouais. Ok. C'est pas suffisant. C'est bien, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. C'est peut-être une première étape. Mais non, je veux dire, quand on est jeune et qu'on va bien, il faut quand même avoir de l'activité intense par semaine. Ouais. Et donc, pour revenir sur cette idée de détox, quand sur les réseaux, on voit toutes sortes de régimes détox, ça sert à quelque chose, c'est carrément néfaste. Pour moi, ça sert à rien. Ok. Pour moi, c'est très clair, ça sert à rien. Je passe mon temps à le dire. Tu vois, je modère quand même. C'est-à-dire que si c'est une façon que les gens trouvent pour s'approprier leur santé, pour se dire peut-être qu'il faut que j'initie quelque chose pour ma santé. Alors je viens à prendre soin de moi par ce biais-là, et puis qu'après ça découle sur des vrais changements, pourquoi pas ?
Mais grosse méfiance, notamment sur plein de compléments alimentaires qui sont vendus un peu partout, qui ne sont pas forcément de bonne qualité, qui sont pas... Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les compléments alimentaires, ils ne suivent pas le chemin, le process de développement d'un médicament, en tout cas d'un point de vue sécurité sanitaire. Aujourd'hui, tout médicament doit passer par la validation en France par notre Agence nationale de sécurité du médicament. Ce n'est pas le cas pour les compléments alimentaires. Et on a des hépatites toxiques sur des compléments alimentaires, sur des plantes. Donc, ce n'est pas parce que c'est naturel que ça n'est pas nocif ni toxique pour votre foie. Voilà, donc attention. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on se dit, c'est des plantes, ou enfin voilà, ça va rien faire, mais parfois ça peut avoir un gros impact. Il y a eu des cas d'hépatite fulminante avec des décès malheureusement sur des plantes comme Garcinia cambogia, etc., qui étaient vendues dans des produits minceurs. Ouais. Incroyable. Comme quoi, faut faire vraiment attention, et puis il faut revenir à la base à chaque fois. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais faire du sport et manger sainement, et d'habitude, tout se passe bien, quoi. Et puis, quand vous avez un doute, tu vois, moi je dis que si vous avez un doute sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de doute. Si vous avez un doute, si vous trouvez que le discours est trop miraculeux, ou si vous avez un doute, passez votre chemin. Donc tu disais le foie détoxifie donc les médicaments, pour rester sur ce sujet-là. Est-ce que les médicaments peuvent aussi être nocifs pour le foie? Parce qu'on entend souvent, par exemple, que il ne faut pas prendre trop de Doliprane parce que c'est mauvais pour le foie. Le paracétamol, c'est un médicament qui est effectivement métabolisé par le foie, donc qui passe par le foie. Et là encore, il ne faut pas caricaturer les choses. C'est-à-dire que si vous avez mal à la tête et que vous avez besoin de prendre 1 gramme de paracétamol, parce que vous faites plus de 50 kilos, il n'y a pas de souci, d'accord ? Mais ça, c'est du bon sens. Vous n'allez pas manger du paracétamol comme des bonbons. Donc, vous n'allez pas prendre 8 grammes de paracétamol en une seule journée. Donc, le paracétamol pris à dose normale, c'est-à-dire environ, on va dire, 1 gramme toutes les 6 à 8 heures pour un adulte de plus de 50 kilos, c'est bon. Votre foie, il va bien le gérer. Ouais. Mais par contre, effectivement, si vous mésusez, on appelle ça en langage médical, c'est du mésusage, c'est-à-dire que quand on dépasse la dose, eh bien, évidemment, c'est toxique pour le foie. Et en France, on considère que le mésusage ou la prise volontaire d'une grosse dose de paracétamol dans les intoxications médicamenteuses volontaires, en fait, les tentatives de suicide, c'est aujourd'hui la première cause d'hépatite médicamenteuse en France. Mais souvent, il y a une confusion en disant « Ouais, le paracétamol, c'est la première cause d'hépatite en France ». Pas du tout. Pas du tout. C'est la première cause d'hépatite médicamenteuse. Parce que c'est un médicament qui est en vente libre. Ouais, on peut en acheter autant qu'on veut. Voilà, tu peux faire 6 pharmacies, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi. Mais c'est pas... voilà, si on prend du paracétamol de façon normale, ça ne pose pas de problème. Sinon, ça ne serait pas en vente. Enfin, c'est vrai que voilà. si on utilise son bon sens, on peut s'imaginer que... voilà. Que ça peut pas être si dangereux que ça, mais que comme pour tout, il faut voilà, c'est pour tout. Il faut garder du bon sens. Alors j'avais envie de parler un petit peu des maladies inflammatoires aussi, même si c'est pas forcément ta spécialité directement. Ouais. Tu m'as dit là en off, je sais pas si tu veux le redire ici, mais que toi-même tu souffrais de certaines maladies qui ont été diagnostiquées il y a pas très longtemps. Donc pour une médecin qui travaille là-dedans, ça a pas dû être facile non plus. Ouais, c'est ça. Alors, la force qu'on peut en tirer, c'est que tu es encore une meilleure médecin pour tes patients parce que tu comprends vraiment leur situation. Là, je crois que je suis au plus près de mes patients. Ouais. C'est clair. C'est l'année 2024, elle a été très, 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 très compliquée pour moi. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma tante en quelques mois et j'ai déclaré 2 maladies auto-immunes qui sont dans ma propre spécialité. J'ai eu un petit retard de diagnostic parce que être médecin ne protège pas de se planter complètement de diagnostic, surtout quand c'est sa propre spécialité. C'est-à-dire que je ne me suis pas du tout diagnostiqué la bonne chose. Après, ce sont des maladies rares, donc évidemment, on ne pense pas initialement à ces maladies rares. Et puis, je ne sais pas, je pensais que peut-être j'étais protégée d'avoir ce genre de pathologie. On pense toujours que ça arrive aux autres, finalement. Et puis, exactement. Et puis, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ah non, mais alors là, mais clairement, tellement, je pense qu'il y a une part de déni aussi, probablement quand même dans cette histoire-là. Et en fait, je perds mon père et 15 jours après, j'ai des
des grosses douleurs. C'était au mois de juin, du coup début juillet, des grosses douleurs qui me font penser à des douleurs de colique hépatique. La colique hépatique, c'est vraiment quand tu as un calcul dans ta vésicule biliaire qui se met à bouger et c'est une douleur très intense tu vois, à la jonction entre le thorax et l'abdomen, donc au creux, là on dit épigastrique, et vraiment après avoir mangé un peu un repas riche en graisse, et je me dis ok, mais en fait je fais ça, et puis en fait je me rends compte que ça faisait 2 ans probablement que je faisais ces douleurs-là, mais de façon très anecdotique, et donc j'avais pas percuté, tu vois. Et je me dis, mais là, en fait, j'en fais 2 en 15 jours, ok, en fait, c'est obligatoirement ça. Et puis, bon, je te passe la prise en charge, mais prise en charge avec mes propres associés, parce qu'on est plusieurs gastro-entérologues, donc je passe dans les mains de mes associés. Se faire une échographie à soi-même, c'est vraiment pas facile, je vous le recommande pas. Et puis, à un moment donné, mon bilan hépatique était très mauvais, mais ça peut se voir dans ce contexte éventuellement de calcul dans la vésicule, sauf que moi, j'avais pas de calcul dans la vésicule, tu vois, déjà, c'est un peu bizarre. Et je me dis quand même, donc j'avais tout qui était programmé, mon retrait de vésicule biliaire et tout. Et comme je suis quand même hépatologue et mon bilan hépatique étant pas normal, je me dis quand même, je vais peut-être faire une IRM des voies biliaires pour être sûre que j'ai pas une maladie des voies biliaires. Et en fait, patatras, sur l'IRM était très très moche. Et en fait, le radiologue, évidemment, avec qui je travaille tous les jours, bien sûr, c'est beaucoup plus... c'est très particulier, du coup, m'annonce ce diagnostic de cholangite sclérosante primitive. Donc, c'est une maladie hyper rare en France qui touche... Alors, on disait plus les hommes que les femmes, mais en fait, c'est grosso modo un peu moitié-moitié maintenant. Et ça touche les gens qui ont... Il y a un pic, on dit, d'incidence vers 40 ans, et je vais avoir 40 ans, tu vois, le mois prochain. Et en fait, c'est une maladie inflammatoire des canaux de la bile. Et en fait, on le voit très bien, c'est-à-dire que les canaux de la bile qui sont comme des petits tuyaux, tu vois, bien ronds et tout, et ben là, ils sont rétrécis à certains niveaux parce que, encore une fois, le processus d'inflammation, et ben après, ça s'enflamme, ça fait des cicatrices, et les cicatrices, ça donne des espèces de rétrécissement des voies biliaires. Et en fait, c'est pour ça que j'avais des grosses douleurs, c'est parce que j'avais en fait la bile qui s'évacuait pas correctement. Et c'est une maladie qui est vraiment pas sympa, qui est vraiment pas cool, que moi je connais bien, très bien du coup, et qui est associée souvent avec une maladie inflammatoire du tube digestif, soit une maladie de Crohn, soit une rectocolite hémorragique. J'avais pas de symptômes, enfin je pensais pas en avoir, mais en fait quand tu fais ta propre analyse, il y a beaucoup de choses que tu mets sous le tapis. Et en fait j'ai une rectocolite hémorragique aussi. Donc, ça a été un peu compliqué d'assimiler tout ça. Et aujourd'hui, j'ai les traitements qui vont avec. Je vais bien, je vais beaucoup mieux. Et c'est là aussi, avec un peu de recul, où tu te dis qu'en fait, probablement, quand même, pendant 2 ans, t'étais quand même pas j'étais pas au top de ma forme, en fait, mais je m'en rendais pas compte. Ouais. Parce que tu vois, t'es dans le boulot, t'es à fond et tout. Et en fait, je pense que j'avais une fatigue quand même plus importante. Et aujourd'hui, je vais quand même mieux. Et tu vois, je m'étais dit pendant plein d'années que j'avais probablement un syndrome de l'intestin irritable, tu vois, avec des difficultés à digérer, tu vois, des sensations un peu digestives. Et en fait, non, je pense que c'était ma rectocolite hémorragique. Ouais. Voilà. Bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça. Tu vois, l'errance, elle est possible. Ouais. L'errance diagnostique, elle est possible aussi pour les médecins. C'est fou, mais parce que ça arrive souvent quand même qu'on met tout sur le dos d'un syndrome de l'intestin irritable qui fait un peu parapluie finalement. Ouais, complètement. Tout le monde a un syndrome de l'intestin irritable. À chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on a l'impression qu'il a un syndrome de l'intestin irritable. Et parfois, oui. Et parfois, non. Non, exactement. Et c'est compliqué en fait de trouver. Parce que souvent, les symptômes se ressemblent ou bien sont presque peu perceptibles ou bien on les dénie, enfin on les met sous le tapis. Et puis... c'est compliqué de poser un diagnostic, finalement. C'est très compliqué. Moi, ça m'a fait me remettre beaucoup en question d'un point de vue professionnel. Bien sûr. Je me suis dit, mais attends, mais t'es même pas... Enfin, tu vois, je me suis culpabilisée en me disant, attends, t'es même pas capable de diagnostiquer toi-même. Mais attends, mais quel médecin tu es? Et en fait, bien sûr que quand tu prends du recul, tu te dis, mais non, en fait, tu n'es pas objectif pour toi. D'ailleurs, je ne soigne pas du tout mes proches, par exemple. Ouais. Quand il y a un manque d'objectivité, et puis c'est pareil, si tu veux, moi, j'ai été prise en charge un peu en urgence avec mes associés, avec beaucoup d'affect là-dedans. Bien sûr. Évidemment que mes associés n'ont... Tu vois, tu vas sur la chose la moins grave, et donc tout le monde se met un peu des œillères, et voilà, et on met tout ça sous le tapis, et on se dit, ouais, c'est bon, c'est ça.
Et en fait, non, c'était... Et on pose pas forcément les bonnes questions, finalement. Oui, non. On suit pas vraiment le protocole, on se dit c'est pas possible que ce soit ça n'arrive pas à Pauline, ça. C'est ça, exactement. Ouais. J'avoue qu'avoir une maladie rare du foie, quand tu es hépatologue, qui est quand même une spécialité dans la spécialité, et il y a quand même pas beaucoup d'hépatos en France, au début, maintenant je l'ai plus du tout cette réflexion, mais je me suis dit, mais pourquoi moi qui fais des maladies du foie, pourquoi j'ai une maladie rare du foie? Et tu vois, j'étais là en train de me dire, mais ça c'est ce que les malades font, tu sais, c'est ah mais moi je préférerais avoir telle autre maladie. Ouais. Bon, en fait, tu choisis pas ta maladie, mais je m'étais dit mais non, mais moi j'aurais voulu plutôt avoir tel truc ou tel truc dans une autre spécialité, comme ça j'aurais pas été ma propre spécialiste, tu vois. Alors je ne suis pas, évidemment, je suis suivie par une autre personne, c'est pas moi qui me suis, ça c'est pas possible. Mais ouais, ça c'est vraiment un truc qui m'a... Tu vois, que j'ai eu du mal à accepter au début. Ouais. Et comment t'as fait pour l'accepter? Eh ben, déjà, j'ai fait un truc que j'ai jamais trop fait, c'est que j'ai pris un arrêt de travail. Ok. Ouais, tu vois, j'ai eu besoin... Alors, il n'a pas duré très longtemps. J'ai pris 2 semaines en septembre pour poser les choses. J'avais ma coloscopie, tout ça et tout. Et ça m'a fait un bien de fou, tu vois. Vraiment, je me suis posée 2 semaines. Je me suis un peu éloignée des réseaux. Évidemment, j'ai pas mis un pied au cabinet et ça m'a fait du bien. Je pense que vraiment, c'était important. Et puis après, avec le temps, quand même, je dois dire que le corps humain et le psychisme humain est quand même incroyable. Il y a une résilience qui est absolument incroyable. Moi, j'avais beaucoup d'angoisse de mort, parce que cette maladie-là, elle est quand même associée à beaucoup plus de risques de cancer des voies biliaires. Donc, je crois que c'est vraiment le truc que je voyais au début. Je ne voyais que ça. Et donc, j'avais beaucoup d'angoisse de mort, en fait, sur ce diagnostic-là. Je me suis dit, waouh, je vais mourir. Enfin, je vais dire les choses comme ça. Et en fait, c'est complètement passé, ça, tu vois, avec le temps. En fait... Aujourd'hui, je me dis, profite de la vie. On se remet à vivre, finalement. Exactement. Plus encore, peut-être. Mais bien sûr. En fait, je me dis, profite de la vie. C'est quoi ton kiff? Attends, moi, je veux me programmer des moments de kiff, absolument, avec mes enfants et tout. Et donc, en fait, aujourd'hui, je fais pas l'impasse sur certaines choses, tu vois, en me disant, attends, je vais repousser ça. Non. Moi, je fais ça maintenant, tu vois. Tu as revu tes priorités, finalement. Ah, mais totalement. Ouais, totalement. Ouais. Comme quoi, il y a toujours du positif. Ouais, il y a toujours du positif. Ouais, on en trouve. Et là, moi, je trouve que dans ma pratique, tu vois, initialement, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir accompagner d'autres patients qui ont la même maladie que moi. Ouais. Ça va me renvoyer systématiquement à moi et à mes angoisses. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins ces angoisses. C'est normal. Et t'arrives à faire la part des choses et à rester objective, finalement. Ouais, j'arrive à rester objective, mais par contre, j'ai quand même une empathie qui probablement est plus grande pour ces malades. Et en fait, avec certains que je suis depuis des années, moi, je leur ai dit, bah, vous savez, cette année-là, moi, on m'a diagnostiqué la même chose que vous, en fait. Donc, je prends les mêmes médicaments, je sais ce que ça fait... ou pour d'autres choses, par exemple ceux qui viennent me voir pour la coloscopie, tu sais, il y en avait plein qui me disaient ouais, mais vous l'avez goûté la purge? Et maintenant je leur dis ouais, je l'ai prise, vous inquiétez pas, je l'ai prise. En plus moi la coloscopie c'est tous les ans que je vais l'avoir, donc oui je sais bien ce que c'est la biopsie du foie. Tu redeviens humaine, quoi. Ouais, alors je l'ai jamais pas été, tu vois. Je oui, pense mais que tu enlèves ta blouse de médecin finalement. Enfin, on n'enlève d'habitude pas dans un cabinet pour te mettre à la place vraiment du patient. Et en fait, je vois que ça a un impact tout de suite sur l'autre. En disant, tu vois, là, il y a une dame, j'ai prescrit une biopsie du foie, et je lui dis, ben voilà, ça va se passer comme ça. Et elle m'a dit, mais c'est douloureux ou pas? Je lui dis, bah écoutez, vous savez, moi, j'en ai une. Et je lui ai expliqué, et en fait... forcément, il y a tout de suite beaucoup plus d'impact et il y a une proximité qui se crée, il y a une confiance qui se crée sur un témoignage finalement en direct, quoi. Et en fait, c'est gagné. La relation, elle est beaucoup plus forte tout de suite. Ouais. Et l'adhérence aussi, tu vois, du patient à ta prise en charge. Alors c'est pareil, quand je prescris un truc, tu vois, là moi j'ai des IRM à répétition. L'IRM, c'est vraiment un examen qui est particulier, où tu es dans un tunnel, tu vois. Moi je suis pas claustrophobe, mais franchement, pour l'avoir testé, à chaque fois que je prescris une IRM maintenant, je le fais en
en pleine conscience, quoi. Évidemment, je diminue pas le nombre d'IRM que je prescris, mais je les préviens. Ouais. Vous n'êtes pas claustrophobe, bon, ça peut être voilà, il y aura peut-être un casque avec la musique, essayez de faire un peu de sophro. Tu vois, tu rajoutes ton petit truc. Ouais, et c'est important. Ouais, c'est important. On a parlé de plein d'examens, là. Il y a la coloscopie qui revient quand même beaucoup et qui est quand même prescrite dans beaucoup de cas et qui est quand même importante pour poser plein de diagnostics différents. Je sais que c'est un truc qui est pareil, hyper tabou, dont on n'a pas envie de parler. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est rapidement ? Ouais, la coloscopie, c'est l'examen endoscopique du rectum et du côlon. Donc, on va regarder avec un tube flexible par l'anus et on va regarder tous les... à peu près, on va dire 1m50 que mesure, ou 1m30 que mesure le côlon et le rectum. Donc, c'est un examen qu'on va faire sous anesthésie générale. C'est une anesthésie qui est très légère, qui est courte. Ça dure à peu près 20 minutes. La personne n'a pas de sensation puisqu'elle dort et elle se réveille aujourd'hui très bien grâce à tous les progrès que font la médecine et l'anesthésie en règle générale. Et le problème de la coloscopie, finalement, c'est pas forcément l'examen en lui-même, c'est le fait, ce que les patients nous rapportent, c'est la prise de la purge laxative, puisque vous imaginez que pour bien regarder à l'intérieur d'un côlon, il faut que le côlon soit parfaitement vide, qu'il n'y ait plus de matière fécale, et donc il faut boire une purge laxative, généralement la veille au soir et le matin de la coloscopie. Et ça, on a trop souvent entendu nos grands-mères, nos oncles nous dire « Ah, moi j'ai bu des litres et des litres de purges, c'était horrible ». Et en fait, les purges, elles ont quand même fait beaucoup de progrès aujourd'hui. On est en 2025. Il y a des purges qui sont concentrées, donc on va dire qu'il y a moins de quantité de boissons à prendre. Et puis, il y a des purges un peu plus classiques qu'on va réserver dans certains cas. Toujours est-il que souvent, quand même, les gens en ont très peur. Et une fois que c'est passé, globalement, ils me disent « Ah ouais, en fait, on m'en avait décrit un tableau affreux. Et tellement affreux que finalement, c'était pas si pire, quoi. Tu vois ? Donc, au final, c'est pas mal parce qu'on s'attend au pire et puis on est à la limite content que c'était pas aussi grave que, que prévu. Exactement. Donc, après, voilà, encore une fois, la coloscopie, ça sauve des vies, ça fait des diagnostics, ça permet d'éviter des cancers du côlon. Donc, là encore, il faut le mettre dans la balance. Oui, c'est pas un moment agréable, c'est clair. Je l'ai vécu. C'est sûr que c'est assez déroutant et tu te sens assez seul sur tes toilettes, ça c'est clair. Mais après, il y a un bénéfice tellement important de cet examen que s'il est nécessaire, il faut le faire, quoi. Et pour revenir de manière générale aux maladies inflammatoires, donc on a de la coloscopie qui est une partie des examens à faire pour poser un diagnostic. Si on sent qu'on a des symptômes, qu'on ne se sent pas bien, on va voir un médecin. Quelles sont les différentes étapes finalement à passer pour pouvoir diagnostiquer une de ces maladies inflammatoires, même si je sais qu'il y en a plein qui sont différentes et qu'il y a évidemment des protocoles différents. Dans les maladies inflammatoires, en fait, tu en as grosso modo deux. Tu as la maladie de Crohn qui est vraiment souvent plus connue que la cousine qui s'appelle la rectocolite hémorragique. On va dire RCH parce que c'est vraiment très long, rectocolite hémorragique. Ce ne sont pas des maladies rares, ça concerne quand même 300 000 personnes en France. Et en fait, sur les symptômes, c'est des symptômes très variés selon les personnes. Faites-vous confiance. Si vous trouvez qu'il y a un truc qui ne va pas, franchement, allez en parler à votre médecin généraliste. Ça peut être de la constipation, ça peut être des douleurs abdominales, ça peut être du sang dans les selles, ça peut être des glaires. Il y a plein de choses. Ça peut être une fatigue, bien évidemment, une anémie. Bref, on consulte. Le médecin généraliste va diriger vers le gastro-entérologue. Ces maladies inflammatoires, elles ont quand même un pic à nouveau d'incidence plutôt avant 30 ans. Donc, c'est souvent des gens jeunes. Et donc, selon notre consultation de spécialiste, on va réaliser ou non un bilan endoscopique. Souvent, quand même, il y a une prise de sang qui a été faite, tu vois, avec les marqueurs de l'inflammation dans la prise de sang. Et nous, les gastro-entérologues, on va prescrire la coloscopie. Pas systématiquement. Si on pense plutôt à un syndrome de l'intestin irritable, on ne va pas forcément aller à la coloscopie chez quelqu'un de très jeune. Et puis après, une fois qu'il y a ce diagnostic de posé, eh bien, on peut avoir... Donc encore une fois, le diagnostic, il se pose sur un faisceau d'arguments. À la fois la clinique, à la fois la prise de sang, les résultats de la coloscopie, des biopsies. Et puis, il peut y avoir, par exemple... je ne sais pas si tu as entendu parler de cet examen qui s'appelle la vidéocapsule endoscopique de l'intestin grêle. Notamment la maladie de Crohn, en fait, la différence avec la RCH, c'est que la maladie de Crohn, elle atteint la bouche à l'anus. D'accord ? Et donc, on peut avoir une atteinte de l'intestin grêle qu'on ne va pas voir à la coloscopie, tandis que la RCH, ça n'atteint que le côlon et le rectum. Et donc,
pour regarder l'intestin grêle, aujourd'hui, on va faire avaler une caméra qui est dans une gélule. Ça aussi, je l'ai fait. Ça s'avale très bien, je tiens à le dire. Parce que c'est quand même une grosse gélule, tu vois, mais ça glisse tout seul. Et ça va prendre plein de photos de ton intestin grêle. C'est fou. Ouais, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et après, ça ressort de l'autre côté. Ça ressort de l'autre côté. D'ailleurs, la capsule, on la laisse partir aux toilettes, on la récupère pas. Et en fait, ça va prendre des photos. Ça prend tellement de photos, tu sais, que mise en accéléré, ça fait un film. Incroyable. Et en plus, c'est très joli. Enfin, moi, j'aime ma spécialité. Mais on voit l'intestin grêle qui ressemble comme à des petits coraux, les petites villosités. C'est trop beau. Et en fait, on suit et on va regarder s'il y a notamment des ulcérations, comme des aftes dans la bouche, mais des aftes dans l'intestin, qui signent par exemple une maladie de Crohn. Incroyable cet examen, j'en avais jamais entendu parler. Ouais. C'est les progrès de la médecine, c'est fou. Ouais, c'est fou. C'est trop chouette. Ok, donc là, il y a rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, et puis tout le reste. Enfin, il y a toutes les autres maladies auto-immunes et tous les syndromes différents. Ceux-là, on fait quoi? Eh ben, tu vois, si on parle par exemple de la maladie cœliaque ou d'autres maladies, notamment de l'estomac, la maladie de Birmer, qui est aussi une maladie auto-immune avec une carence en vitamine 12. Il y a aussi d'autres gastrites auto-immunes. Là, on va plutôt faire une fibroscopie. Donc, on va plutôt faire un examen par la bouche pour regarder l'estomac et le début du duodénum. Et on va faire des prélèvements, notamment pour la maladie cœliaque. On va prendre des petits morceaux de duodénum, donc cette première partie de l'intestin grêle qu'on va analyser sous microscope pour poser ce diagnostic. Mais il y a aussi la prise de sang où on peut voir les anticorps pour la maladie cœliaque. Donc, voilà, ça c'est comme ça aussi qu'on fait le diagnostic de ces pathologies. Bah, super. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est pour ça qu'il faut aller consulter si on ne se sent pas bien, quoi. Et il faut surtout pas en fait s'auto-diagnostiquer finalement en se disant c'est peut-être le gluten, j'ai mal au ventre donc je vais arrêter de manger du gluten, je me sens un peu mieux donc voilà, en fait c'est pas une bonne idée. Parce que parfois c'est psychologique aussi, on arrête de manger du gluten donc on a l'impression qu'on se sent mieux mais finalement il y a peut-être quelque chose de sous-jacent qu'il faudrait traiter. Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose et qu'il faut avoir peur, ça veut juste dire qu'il faut se prendre en charge, quoi. Complètement, je pense qu'à partir du moment où vous avez une inquiétude, de toute façon il est légitime de consulter. C'est ça. Parce qu'au mieux vous serez rassuré et au moins bien on va creuser. Mais vraiment, de toute façon, là où il y a une inquiétude, on va répondre à votre inquiétude et on va vous expliquer, etc. Donc, il faut consulter. Ouais, je pense que moi, mon problème personnellement, c'est que j'ai souvent peur de déranger. Tu vois, t'as l'impression que, en fait, t'es illégitime, enfin, t'as pas assez mal pour aller consulter ou t'es pas assez pas bien. Et donc, voilà, tu vas pas embêter parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui ont plus besoin que toi du temps des médecins parce que c'est si compliqué d'avoir une consultation, etc. Donc, je pense qu'il y a plein de barrières psychologiques à franchir. Je pense que c'est aussi en partie pour ça, pour que moi, j'ai eu autant de retard. Clairement. C'est-à-dire que je ne voulais pas déranger non plus, je ne me sentais pas légitime. Non, mais totalement. Peut-être que c'est féminin aussi, ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quand même ce côté-là de ne pas déranger, de souffrir un peu en silence. Il faut lutter contre ça. Ouais. Mais c'est surtout l'impression que c'est pas assez légitime, quoi. Eh bien, si, en fait. Ouais. Encore une fois, si vous avez une inquiétude, vous êtes légitime de consulter. On n'est pas obligé d'aller voir son généraliste uniquement pour des problèmes bien spécifiques. Moi, j'ai plein de copines qui sont généralistes et qui sont là aussi pour répondre à des questions. Ouais. Ça fait partie de leur travail, en fait. Et très bien, on n'est pas obligé d'aboutir à une prescription de médicaments. Et moi, à titre personnel, tu vois, j'ai une généraliste que je vais voir quand il y a peut-être parfois un trop-plein d'émotions ou de choses. Et en fait... on peut se dire, attends, les médecins, elle n'est pas capable de s'auto-gérer. Non. Et en fait, généralement, dans 90% des cas, il n'y a aucune prescription derrière. Mais par contre, le fait d'aller déposer cette inquiétude, c'est déjà un pas pour aller mieux, en fait. Oui, tout à fait. Parce que tu ne la gardes pas en toi et tu as moins peur. En fait, tu la déposes et tu sais que quelqu'un d'autre est au courant. Et donc... quelqu'un d'autre a son avis là-dessus et c'est pas que toi et ta tête qui continue à poser des questions à Google tout le temps, ce qui est une très mauvaise chose à faire. Ouais, mais tu sais, en consultation, on a des patients qui tout de suite me disent vous me rassurez parce qu'en fait, je ne prescris rien du tout, j'explique simplement, ça me rassure et je sens que je vais déjà mieux, probablement, effectivement. Et en fait, ce n'est pas du temps perdu. Tu vois, ce n'est pas du temps médical perdu. Donc, consultez. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. On a déjà parlé de pas mal de choses et c'était hyper intéressant.
Je ne sais pas si toi, il y avait encore des sujets que tu voulais aborder, sur lesquels tu voulais revenir, que j'aurais oublié. Non, je pense que on a fait un bon tour. Simplement, petite mise en garde, n'utilisez pas les réseaux sociaux pour effectivement vous auto-diagnostiquer, pour essayer de découvrir ce que vous avez. Les réseaux sociaux doivent être utilisés comme une information. Moi, c'est ce que je propose, de l'information, de l'éducation en santé, mais à aucun moment je suis là pour remplacer votre médecin. Oui, et puis tu peux pas répondre à des questions sur base d'un message Instagram. J'imagine que tu dois en recevoir beaucoup, des demandes, de mini-consultations finalement par message. Auquel c'est pas parce que t'es pas sympa que tu réponds pas, mais c'est juste que t'as pas. Il faut plus que ça pour poser un diagnostic ou pour donner un conseil. Donc, tout à fait. Le seul conseil que tu peux donner, c'est venez me voir à ma consultation ou allez consulter des confrères, quoi. Exactement. Ouais. Je pense que c'est même moi, je reçois des questions, donc je me dis, toi, c'est inimaginable, quoi. Alors que moi, je suis pas médecin. Donc, je me dis, mais alors un vrai médecin, ça doit être la folie dans tes messages, toi. C'est pour ça. Donc, c'est pour ça que voilà, pas de consultation sur les réseaux sociaux. Et en plus, c'est interdit par notre Conseil de l'Ordre. Encore heureux. Donc, non, allez voir. Je reviens souvent, je ne sais pas si tu as senti, mais je dis beaucoup le médecin généraliste, parce que nous, on est vraiment en deuxième ligne et on a déjà beaucoup de délais d'attente. Donc, on a besoin qu'il y ait, entre guillemets, un premier tri. Et votre médecin généraliste, c'est souvent dans la tête des gens, je trouve en consultation, il faut vite aller voir le spécialiste. Le médecin généraliste, il est à même de vous rassurer sur plein de choses. Et si effectivement, lui, par contre, a besoin, eh bien là, on va voir le spécialiste. Mais faites confiance à votre médecin généraliste et choyez-le parce que c'est aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui partent. Donc, soyez cool avec votre médecin traitant et franchement, chérissez-le s'il est toujours là. C'est un beau message de fin, on s'en rappellera. C'est vraiment des spécialités hyper importantes et des métiers, des beaux métiers dans le don de soi et pour aider les autres, quoi. Donc, faut s'en rappeler. T'as raison de le rappeler. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Pauline? Donc évidemment sur Instagram, je mettrai donc pauline.hepato. C'est ça. Je suis aussi sur TikTok et sur YouTube. Sur YouTube, c'est des formats plus longs. Donc c'est intéressant quand on veut creuser, notamment sur la maladie du foie gras. J'ai quand même pas mal de vidéos qui étaient faites initialement à la destination des patients. D'accord. Donc n'hésitez pas. Voilà. Super. Écoute, je mettrai tout ça dans la description dans tous les cas. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, d'avoir accepté de venir discuter avec moi. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Et j'espère que toi aussi, qui nous écoutes. N'oublie pas de nous mettre 5 étoiles si t'es arrivé jusqu'ici, que tu as trouvé que c'était intéressant. C'est hyper important. Ça permet au podcast de vivre et d'être découvert par plus de monde. Partage-le à tes proches, à tes amis, à qui tu veux. Et puis, je te dis à mercredi prochain. Merci beaucoup. Merci Pauline. Merci Zoé.